Bonjour Andrei Makin. Bonjour. Merci à vous de venir nous parler de votre roman qui vient de paraître aux éditions du Seuil, L'archipel d'une autre vie. L'intrigue est simple. 5 hommes sont à la poursuite d'un évadé dans l'extrême-orient russe, un criminel dont ils ignorent tout. Votre roman est-il conçu, ainsi qu'écrit dans ses dernières pages, comme un livre d'aventure, un western ? On pourrait le dire, on pourrait avoir une double lecture de ce roman, s'attarder sur l'intrigue policière, ou bien, au lieu de cette enquête policière, passer à une quête spirituelle, une quête intellectuelle, une quête de la vérité. Finalement, voyez-vous, Crime et châtiment de Dostoïevski, on aurait pu le lire aussi tout simplement comme un polar, pourquoi pas. Il y a un meurtre, il faut l'élucider, mais vous savez très bien que Dostoïevski ne se réduit pas à ça. Votre roman, justement, interroge sur ce qu'est la vraie vie. C'est le grand sujet du roman. Parce qu'on se trouve à une époque aussi, c'est l'ère stalinienne, une grande époque de fiction politique. Oui, vous dites la vraie vie. La notion est très vague, mais si on essaie de définir ce qu'est l'homme dans cette existence atroce, cruelle, en même temps magnifique que ces 5 hommes mènent dans la taïga, dans cette forêt, on comprendra une chose. Ils sont bien sûr animés de désirs violents, de désirs physiques, de désirs charnels. Ils sont bien sûr tous les 5 insérés dans tel ou tel statut, dans telle ou telle situation sociale, n'est-ce pas? Mais chacun, à sa façon, dépasse ces 2 identités. Il cherche une autre identité qui serait beaucoup plus libre. Et en poursuivant cet évadé, ils comprennent une chose, que ce sont leurs âmes, leur cœur, leur vie qui sont emprisonnés, qu'ils sont beaucoup plus esclaves que celui qui fuit. Vous avez choisi pour décor la taïga. Quelle est l'influence de ce lieu, de ce décor, sur les personnages ? Ce n'est pas un décor, c'est un personnage à part entière. Justement, voyez-vous, si c'était une petite forêt à l'européenne, on aurait pu dire quel joli cadre naturel, n'est-ce pas? Mais il ne s'agit pas de cadre parce qu'il n'y a pas de cadre. C'est un infini qui commence à la frontière chinoise et qui va jusqu'au cercle polaire. Donc il y a très peu de lieux habités entre ces 2 frontières. Il y a des mers du Pacifique extrêmement violentes, il y a cette surabondance végétale et il y a la place que l'homme conquiert dans cette immensité. Mais s'il veut rester en accord avec la nature, il doit être patient, sinon la nature se venge. Et peut-être c'est le héros principal, peut-être, qui est Gartsev, que vous mettez à rude épreuve aussi et dont vous testez la patience aussi dans ce roman. C'est aussi l'histoire de sa prise de conscience, de son envie de se mettre à l'écart du monde d'où il vient. C'est un roman d'exploration, mais ce n'est pas seulement l'exploration géographique. Bien sûr, il y a ces paysages très peu connus, il y a ces forêts primaires, c'est-à-dire les forêts dans lesquelles l'homme n'a jamais coupé d'arbres. Ce sont des forêts comme aux premiers âges de l'humanité. Et il y a une exploration de nos limites, de nos frontières. Jusqu'où je peux aller dans l'humain et dans l'inhumain? C'est la question qui se pose à ce jeune soldat. S'est évadé. La tâche est très simple. Il faut l'attraper, il faut le tuer. Mais cet évadé qui fuit, il est plus fragile que moi. Donc peut-être je pourrais être fraternel avec cet évadé. Donc, voyez-vous, c'est toute une dialectique psychologique assez complexe qui conduit Pavel Gartsev à la révélation finale. La poursuite se déroule à la fin de l'ère stalinienne. Pourquoi le choix de cette époque ? C'est une époque que je n'ai pas choisie. Ces faits se sont produits
ainsi, à cette époque-là, ce récit m'a été confié justement par un ancien soldat qui m'a raconté cette histoire. C'était le temps de mon enfance et ma jeunesse, c'était en ce sens très intéressant, c'est que les gens commençaient à se confier. Après cette glaciation stalinienne, la dictature stalinienne qui est tombée, les gens se sont libérés. Et c'était cette courte période où ils osaient dire. Et cette époque, donc 1952, finalement, il est devenu, déjà après l'écriture de mon roman, très actuel. On parlait beaucoup à cette époque de la Troisième Guerre mondiale. On a déclassifié aujourd'hui les archives et on voit très bien que les Américains s'apprêtaient à jeter leurs bombes atomiques, après les Hiroshima et Nagasaki, aussi sur la Chine et sur la Russie. Donc c'était dans leur projet. Et nous arrivons aujourd'hui avec cette agressivité insensée des États-Unis qui détruit un pays après l'autre, la Libye, l'Irak, la Syrie, l'Afghanistan, et les généraux de l'OTAN, les généraux du Pentagone vous parlent tranquillement de la possibilité d'une guerre atomique avec la Russie. Les Russes, bien sûr, ne sont pas du tout contents et ils ne sont même pas prêts à cette éventualité. Ils ont trop perdu dans la guerre précédente. C'est aussi, vous racontez aussi que peut-être comment ce personnage va pouvoir trouver les moyens de se mettre à l'écart de ce monde-là. Oui, mais c'est là où cette autre vie commence. Cette autre vie, c'est-à-dire un mode de vie qui est très différent de ce qu'on connaît. Et en même temps, je pense que l'humanité, un jour, va venir vers ce mode-là, parce que c'est le seul mode de vie qui pourra sauver l'humanité. Pour terminer cet entretien, Andreï Makine, quelle œuvre, quel auteur, quel livre aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Un auteur russe qui est malheureusement assez peu connu en France, Ivan Bunin. Ivan Bunin, c'est un très grand styliste russe. Il a écrit beaucoup de nouvelles. Ces nouvelles ont été traduites en France et donc j'invite vos auteurs à découvrir ce grand écrivain russe. Les allées sombres, c'est un très beau recueil de nouvelles. Merci beaucoup, Andreï Makine. Merci à vous.